Rémi Soulier, vos chroniques. Vous publiez cet ouvrage, Chronique du bien commun, aux éditions de Flore. Rémi Soulier, pour commencer, vous citez un propos du philosophe Jean Messier. C'est une ânerie de légiférer que les hommes naissent libres. Pourquoi cette critique de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen? Alors Jean Messier est un philosophe très combatif, très pugnace, qui a un ennemi en ligne de mire essentiellement, c'est Platon. Mais, alors que je suis pour ma part très largement platonicien, mais il a le mérite dans sa fibre libertaire, un peu anarchiste, d'être un ennemi de Rousseau. Bon. On peut toujours discuter parce que, évidemment, Rousseau, l'œuvre de Rousseau est complexe et beaucoup plus complexe qu'on ne le dit ordinairement. Mais cette idée que les hommes naissent et demeurent libres, c'est-à-dire qu'il y aurait une réflexion conceptuelle possible indépendamment des faits, Rousseau c'est celui qui dit à l'initiale, en quelque sorte, de son contrat social, commençons par écarter tous les faits, et donc l'on pourrait, avec le concept, absolument affirmer n'importe quoi. C'est une idée fausse, évidemment, puisque le propos consistant à dire les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, vous pouvez dire en droit ce que vous voulez, ça va, alors que les hommes naissent évidemment extraordinairement dépendants, non seulement de leur famille, mais même d'un point de vue biologique, et c'est ce qu'on appelle la néoténie. L'homme est un des rares mammifères, peut-être le seul mammifère, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, à naître immature. Et précisément pour que l'homme arrive à maturité et pour qu'il puisse vivre, tout simplement, laisser un bébé voué à lui-même sans même qu'on lui parle, même si on le nourrit, mais si on ne lui parle pas, et si on ne l'aime pas, le bébé meurt, ouais. Bien entendu. Donc on peut proclamer ce que l'on veut dans l'ordre idéologique, dans l'ordre pseudo-métaphysique ou dans l'ordre des droits, mais il convient bien plutôt de partir de cette idée que l'homme, le petit homme, ne naît absolument pas libre, mais qu'il naît au contraire entièrement dépendant de son entourage, pour des raisons matérielles, mais aussi pour des raisons intellectuelles et spirituelles. C'est l'amour auquel je faisais allusion tout à l'heure. Expliquez-nous cette citation que j'ai relevée dans votre livre également. L'universalisme frelaté des droits de l'homme n'est que l'idéologie planétaire du marché, ce lien entre les droits de l'homme et le marché. Oui, alors c'est un lien qui est assez facile à établir, c'est-à-dire que dans les deux cas, ce qui prime, c'est une vision individualiste des choses. Hein. C'est-à-dire qu'on va raisonner non pas en termes familiaux, je renvoie à votre première question, le petit homme qui naît dans une famille, avec un père, avec une mère, et qui va croître, qui va augmenter, qui va vivre tout simplement. Donc on est dans une vision purement numérique, c'est-à-dire que l'individu sera considéré comme une pure unité arithmétique, et c'est à partir du moment où l'on a dissous ces liens familiaux, où on s'applique à les dissoudre, où on s'applique également à brouiller toutes les distances, toutes les limites, toutes les frontières, y compris entre les sexes, que l'on bâtit un être qui est, alors là pour le coup, non pas éducable, mais qui est parfaitement malléable à tout ce qu'on voudra, perméable à toutes les idéologies, perméable à toutes les manipulations. Et cet être-là, cette unité numérique-là, il importe d'en faire un parmi des milliers, parmi des millions, détaché de toute appartenance, afin de le livrer précisément à ce marché, c'est-à-dire à faire de lui une unité comptable au sens le plus, à la limite, au sens le plus financier du terme, et à le prendre dans ce seul réseau fiduciaire, dans ce seul réseau comptable, dans ce seul réseau marchand. Et c'est ainsi d'ailleurs que la marchandisation des corps s'intègre parfaitement dans la vie que l'on vit aujourd'hui, dans cette vision du monde. Donc tout est marché, tout est négociable, tout est négocié, tout peut être vendu et acheté, y compris des organes. Hein, là, vous avez toutes les mafias. Si on monte aux extrêmes, hein, vous avez des mafias, vous avez des gens qui aujourd'hui enlèvent d'autres personnes pour leur prélever un organe, enfin bon bref. On est dans cette vision complètement marchande du monde, des êtres. Débarrassé du sacré. Alors ça c'est effectivement le substrat premier qu'il fallait, et dernier, qu'il fallait déverrouiller, c'est-à-dire défaire et détruire et nier tout ordre symbolique. Donc tout ordre sacré ou sacral, ou bien tout ordre divin. Mais on parle là en l'occurrence à peu près de la même chose. Tout ceci
ceci n'est rendu possible que par ce processus que l'on peut dater dans l'histoire de la pensée, d'autonomisation de l'homme. C'est Kant, bien entendu, en disant qu'est-ce que les Lumières? Eh bien, les Lumières, c'est le moment où l'homme devient adulte, c'est-à-dire où il peut créer à lui-même sa propre loi, où il n'est plus hétéronome, où il ne dépend plus de la loi d'un autre, en l'occurrence la loi divine, pour ce qui a été de notre ère de civilisation. Et donc à partir du moment où en effet on considère que nous pouvons absolument, qu'il n'y a pas de loi naturelle, par exemple, qu'il y a encore moins de lois révélées, tout est possible. Tout est possible. On crée sa propre loi et on finit par faire de soi-même et des autres des objets, tout simplement. On passe du sujet humain, en lien avec le divin ou le sacral, on pourrait dire un ordre transcendant si l'on veut, à un individu complètement replié dans la pure immanence. J'emploie des termes qui sont peut-être, que l'on peut d'ailleurs contester. On comprend très bien ce que vous dites. Mais voilà, cet individu-là sera pris dans une absence totale d'horizon, en dehors de celui purement matériel et, à terme, purement comptable.